Troisième axe du projet de territoire, maintenir la qualité du cadre de vie, développer des services, préserver le patrimoine bâti sur le territoire. Alors, comment est-ce qu'on a traduit tout cela? Le cadre de vie, c'est notamment le commerce. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le commerce, ça ne se décrète pas, bien sûr. Cependant, un PLU, lui, il peut offrir des conditions favorables pour favoriser le maintien du commerce et sa pérennité. Alors, c'est déjà avoir un vrai projet de territoire, ça permet de favoriser le maintien des commerces avec du développement démographique quand c'est possible. C'est aussi permettre l'accueil de nouvelles activités commerciales. Si un commerçant, un artisan veut s'installer, eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la plupart des zones, et particulièrement dans les zones dites de centralité, celles qu'on a appelées tout à l'heure les zones UP, et comme patrimoine, ou UA pour les centres-bourgs, mais c'est le cas aussi dans d'autres zones, eh bien, il y a une mixité qui est attendue. C'est-à-dire qu'on peut y accueillir de nouveaux logements, mais on peut y accueillir également de nouveaux commerces, de nouveaux équipements publics. C'est possible aussi. Ce sont des zones mixtes. Donc ça, c'est un point important. Le commerce, les services n'y sont pas interdits. Il y a aussi quelques dispositifs complémentaires qui ont pu être mis en place, donc par exemple ici à Donne-Marie-Tontilly, dont on a l'exemple ici, sur les rues du centre, là où certains linéaires de commerce en rez-de-chaussée sont existants, il est possible pour un plan local d'urbanisme de poser une sorte de servitude qui évitera la transformation de ces commerces en logements. On voit beaucoup ça, pas forcément sur le territoire, on peut le voir un peu, mais pour arpenter un peu la France sur ces sujets-là, une fois qu'un rez-de-chaussée commercial a été transformé en logement, on ne revient jamais en arrière. Et donc quand on a un artisan ensuite qui vient, ou un commerçant qui dit « moi je m'installerai bien », alors certes il faut faire des travaux, mise aux normes, etc. Quand on n'a plus la place, bon, il se retrouve où? Dans la zone d'activité. Si c'est un boulanger par exemple, ça peut être regrettable. Alors, vous allez me dire, on n'en a pas tous les jours sur nos territoires malheureusement, mais on fait un PLU pour 10-15 ans, et donc il est important de pouvoir anticiper quand même des phénomènes et de se prémunir de la transformation de certains rez-de-chaussée commerciaux quand ils sont intéressants, notamment quand ils sont bien situés dans un cœur de bourg. Donc ce dispositif est utilisé notamment à Donne-Marie-Tontilly, à Cessois aussi, à Châtenay ou encore à Bray-sur-Seine. On a des zones ensuite qui sont dédiées à certaines activités ou à certains équipements. La zone bleue, qui est une zone dite UF, alors il n'y a pas de signification F particulièrement, ce sont des zones dédiées donc aux équipements d'intérêt collectif. Ici par exemple à Donne-Marie, on retrouvera toute cette zone dans laquelle on est et que l'on voit derrière, le collège, la future caserne de pompiers, les équipements sportifs. On retrouvera ça sur la plupart des communes pour bien prendre en compte les équipements d'intérêt collectif. Alors vous allez me dire pourquoi une zone dédiée aux équipements d'intérêt collectif? C'est parce que souvent, ce n'est pas tout à fait les mêmes règles. On le voit bien, on est dans un bâtiment qui implique par exemple, en général, voilà, une salle de ce type ou un gymnase, c'est 14 mètres de haut, 15 mètres de haut. Effectivement, quand on verra tout à l'heure, quand on réglemente une maison dans une zone résidentielle, on va être plutôt à R plus comble, un rez-de-chaussée plus un niveau, éventuellement. Donc, des conditions particulières, c'est pour ça qu'on a ces zones. Ça représente plus de 90 hectares aussi là sur le territoire. On a des zones particulières aussi dites urbaines de loisirs. Là, on va retrouver par exemple les campings. Particularité sur le territoire, on a plusieurs campings et donc ils sont repérés à ce titre. Voilà, soit là on a mis un exemple à Bray-sur-Seine, mais il y en a bien d'autres sur le territoire, notamment en partie à Gouet ou Hervé. On pourra retrouver des secteurs particuliers, éventuellement certains centres équestres qui peuvent se retrouver dans cette catégorie-là. Donc, particularité, zone urbaine de loisirs avec ses règles propres également. Donc là, on aura passé en revue un peu tous les grands types de zones. Et pour ceux qui auront l'occasion de consulter le PLUI, une fois qu'il sera opérationnel ou en enquête publique, vous verrez qu'on a des zones UA, UB, UC. On peut avoir une autre petite lettre derrière à chaque fois pour prendre en compte des spécificités à l'échelle communale.
en général par rapport à des règles qui existent déjà aujourd'hui. Et l'UI, ce n'est pas seulement un zonage avec des zones, en plus, on peut poser d'autres types de protection ou de servitudes particulières sur le plan de zonage. Alors, on va parler notamment d'une servitude, c'est les outils en faveur du développement des mobilités actives. Créer des voies pour les piétons, les vélos, créer des voies aussi quand c'est nécessaire pour les véhicules à moteur, bien sûr. Pour ça, on a un outil qui s'appelle l'emplacement réservé. C'est un petit carroyage qu'on fait apparaître sur le plan de zonage ou sur une parcelle et qui signifie qu'à cet endroit, on a un projet d'intérêt collectif qui est prévu. Aménager une voie, construire une école, un petit parc, un espace de stationnement, en tout cas, de prérogatives publiques avec une acquisition possible par la puissance publique. Donc en général par la commune, dans certains cas ça peut être par le département, si on avait par exemple une extension du collège, là je dis un peu n'importe quoi, mais il pourrait avoir un emplacement réservé pour acquérir les parcelles en vue de réaliser son extension de collège. Donc on a 61 emplacements réservés au bénéfice des communes dans ce PLUIH, dont plus de la moitié pour des sujets de mobilité. Donc ça c'est un point important. L'objectif, d'ailleurs affirmé dans le projet de territoire, c'est de favoriser les déplacements qu'on appelle aujourd'hui actifs, les piétons, les vélos, autant qu'on peut, pour la bonne santé des résidents, et puis parce que ça évite aussi un certain nombre de nuisances quand on peut, en tout cas, accéder à des services, voire à son emploi de cette manière-là. Donc, des éléments en la matière. Alors, il y en a d'autres. Il y a aussi, par exemple, une servitude pour la protection de certains chemins. Certains chemins, parfois ancestraux, on peut voir malheureusement dans certains secteurs qui peuvent être confisqués parfois par les riverains, et donc il est important de maintenir la continuité de ces chemins lorsqu'ils existent. Donc on a une vingtaine de kilomètres de chemins piétons à préserver aussi qui sont indiqués. Le cadre de vie, c'est aussi les qualités urbaines et paysagères. Et au travers de cela, on viendra tout à l'heure sur plusieurs éléments, mais c'est déjà ce qui existe déjà, le déjà là, et notamment le patrimoine bâti. Alors on va me dire, le patrimoine bâti, on connaît déjà, effectivement, il y a les monuments historiques qui sont classés. C'est une servitude de l'État avec un périmètre. Ça, on connaît bien, notamment ici à Donne-Marie-Dontilly. Mais il y a aussi la possibilité pour les communes du territoire de repérer du petit patrimoine, une jolie maison, un lavoir, un mur de clôture en pierre qui participe, on va dire, au charme des lieux. Et donc le travail qui a été accompli par les différentes communes, c'est le repérage de 125 éléments à l'échelle de l'ensemble du territoire. Alors, vous voyez par exemple ici, c'est les petites étoiles, on est à Montigny-de-Guélier, on a un chemin à protéger, et puis on a des bâtisses qui ont été repérées autour. D'autres endroits, ça peut être un lavoir, on a ici à Saint-Sauveur-les-Brais, des clôtures, des murs de clôture qui sont intéressants. Donc une diversité, une bonne diversité dans ce qui a pu être repéré. Le PLUI a fait ce travail, c'est un premier travail, c'est un travail qui pourra s'enrichir aussi au fur et à mesure des évolutions ultérieures du plan local d'urbanisme. Le cadre de vie, le paysage, c'est également à quoi vont ressembler finalement les futures constructions, ou une construction qui ferait l'objet d'un projet de réhabilitation, de rénovation. Alors, le PLU, il a potentiellement pas mal de prérogatives en la matière, c'est-à-dire qu'il peut, comme je le disais tout à l'heure, réglementer la forme des toitures, l'inclinaison des toitures, quel type de toiture on veut. Et il y a notamment eu une réflexion à l'échelle Bassé-Montois sur l'aspect que l'on souhaite donner aux toitures. C'est vrai que l'aspect plutôt traditionnel est celui de la tuile plutôt plate, et donc certaines communes ont choisi d'opter pour un règlement qui va favoriser ce côté traditionnel de la tuile plate, et d'autres communes pour lesquelles ce caractère était moins typique dans le village, ou pour lesquelles il y a déjà eu beaucoup d'autres réalisations, eh bien une souplesse avec donc moins de contraintes
plus de liberté, et par exemple le bac acier qui peut être autorisé sur certaines constructions principales à partir du moment où il va être réalisé avec un ton assez proche de celui de la tuile. Voilà, donc une souplesse, là, ça dépendra des communes, mais en tout cas, cette souplesse avait déjà été amorcée en 2019-2020, et là, une souplesse supplémentaire avec un travail élargi qui a pu être réalisé. Idem pour les clôtures. Le projet de PLU en 2020 avait été un peu strict, il avait regardé un peu ce qui se faisait dans les règlements déjà aujourd'hui. Pour les clôtures, on était sur un muret avec un maraudage vertical. Aujourd'hui, certaines communes ont souhaité avoir plus de souplesse pour la réalisation des clôtures et permettre notamment ce qu'on appelle les lisses horizontales. Donc finalement, au global, permettre à peu près tous les types de clôtures à partir du moment où ils sont soignés et bien réalisés. Donc on a aussi cette souplesse avec une limitation de la hauteur des clôtures qui est portée à 1,80 m en dehors des portails et des piliers. Donc une réglementation en la matière, mais comme vous le voyez, donc une souplesse en fonction des circonstances locales et aussi des habitudes prises localement. La question de la règle de hauteur. Là aussi, ce qu'on va appeler des améliorations peuvent être apportées par rapport au PLU de 2020, avec une réflexion portée à l'échelle de l'ensemble du territoire sur comment est-ce qu'on maintient la qualité paysagère de nos bourgs, de nos villages. Alors, en 2020, on avait globalement, pour les zones de centre-bourg ou les zones résidentielles, une règle qui était on ne dépasse pas R+1 plus comble. Donc ce qui signifie qu'on est à 6 mètres à la gouttière et puis 10 mètres au fêtage des constructions. Et là aussi, certaines communes ont dit, c'est vrai que dans mon village, dans mes hameaux, on est plutôt en dessous. On est plutôt à rez-de-chaussée plus comble. Et on trouve que c'est mieux parce que ça fait plus maison de village et moins maison de ville. Donc à certains endroits, ça a été préféré. Donc effectivement, on a apporté cette souplesse sur certaines communes qui sont citées là, notamment Baby, Châtenay-sur-Seine, Montigny-Guédier ou encore Coutançon. Pour les autres, on est resté sur l'objectif classique, R+1 plus comble, de façon à permettre finalement cette souplesse dans les réalisations. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on prévoit du R+1 plus comble, c'est un maximum. Les gens font le projet en général qui convient, et il est possible, au travers le règlement du PLU, pour les instructeurs, pour les élus qui seraient amenés à délivrer des permis, de s'opposer à un permis qui viendrait dénaturer le caractère architectural, on va dire, d'un quartier ou d'un village, bien sûr, s'il y avait une réalisation qui manquait de goût, voilà, par exemple. Donc cette réflexion sur les hauteurs, donc pas beaucoup de changements par rapport à 2020, sauf pour certaines communes. Maintenir la qualité paysagère, c'est s'intéresser aussi à j'ai une nouvelle construction, comment je m'implante par rapport à mes voisins, comment je m'implante par rapport à la voie qui me dessert. Donc avec des règles différentes, quand on est dans les centres-bourgs ou dans les villages-centres, effectivement, on va plutôt imposer ou autoriser en tout cas l'alignement. C'est-à-dire j'ai la possibilité de me mettre au droit de la voie, puisque c'est comme ça que sont réalisés dans les centres. L'idée, c'est de poursuivre dans la silhouette, et ce qui fait la qualité du centre-bourg. Au contraire, quand on est dans les zones pavillonnaires, en général, on tient un recul par rapport à la voie, et donc on va se mettre 5 mètres en recul. Là, c'est le recul minimum qui sera imposé. Parmi les choses qui font leur apparition, c'est un recul minimum, un retrait minimum, pardon, qui va être imposé dans les zones résidentielles par rapport aux espaces agricoles, aux espaces naturels, pour éviter d'avoir des constructions qui viennent se mettre directement en limite d'une zone agricole. Ce serait regrettable, surtout quand on se met en limite, on n'a pas le droit de faire des ouvertures. Objectif, se mettre en retrait, comme ça on participe à la zone dite de non-traitement et à ce qu'on va appeler un espace tampon, une lisière avec la zone agricole, de façon à ce que tout le monde puisse on va dire, avoir une qualité du cadre de vie et pratiquer aussi son activité économique dans de bonnes conditions. Voilà donc des règles adaptées. Une règle aussi qui se renforce, c'est celle des distances à tenir par rapport au cours d'eau. Ça c'est important, hein, sur
dérèglement climatique, risque d'inondation notamment, préservation des zones humides. Donc, recul par rapport au cours d'eau, on sera sur 10 mètres minimum en zone urbaine. On ne s'approche pas à moins de 10 mètres d'un cours d'eau pour une nouvelle construction. Pour celles qui existent, elles pourront continuer à vivre leur vie et à être rénovées, bien entendu. Quand on est en zone dite UX, c'est-à-dire en zone d'activité économique, il faudra tenir 20 mètres. Pourquoi zone d'activité économique? On peut avoir un impact plus important, on peut avoir éventuellement des émanations, des pollutions. On se tient à une distance un petit peu plus importante. Voilà les grands principes sur ces points-là.